voit maintenant la notion de branche infinie d'un arc paramétré IF. Donc il faut que I soit un intervalle ouvert ou semi-ouvert, et la branche infinie va être en T0 qui va être une extrémité de cet intervalle ouvert. Une extrémité qui peut appartenir évidemment, qui peut être plus ou moins à l'infini. On dit que IF a une branche infinie en T0 s'il existe un point A de l'espace affine, tel que la distance entre A et F de T tend vers plus l'infini quand T tend vers T0. Si B est un autre point, on aura la même chose avec BF de T. Et de plus, la limite du rapport entre AF de T en norme et norme de BF de T est égale à 1 quand T tend vers T0. Démonstration, on applique l'inégalité triangulaire, et comme ça tend vers plus infini, ça tend vers plus infini, puisque ça c'est un nombre réel. Là, on applique 2 fois l'inégalité triangulaire, puis on divise par la norme de BF de T, et donc ça nous fait ça. Et comme norme de BF de T tend vers plus infini, ça tend vers 0, ça tend vers 0. Et donc, théorème des gendarmes, cette limite est égale à 1. Alors, on peut diviser, puisque comme BF de T tend vers plus infini, on a un intervalle sur lequel il s'annule pas. Si les deux arcs IF et JG sont équivalents, et que IF a une branche infinie en T0, donc on a un homéomorphisme phi de I vers J, tel que F est égal à J rond phi. Bon, la phi est strictement monotone, on sait que J égale phi de I a la même nature que I, donc va être ouvert. Là où I est ouvert en T0, J va être ouvert en U0, qui sera la limite de phi de T quand T tend vers T0. Voilà, et qui appartient à R bar. Donc ça, c'est une borne ouverte de J. Si je prends un point A de l'espace, j'ai norme de AF de T qui est égale à norme de A G rond phi de T. Mais la limite de AF de T de la norme de AF de T est égale à plus l'infini en T0, et la limite de G rond phi de T quand T tend vers T0, c'est la limite de G de U quand U tend vers U0. Donc la limite de A G de U quand U tend vers U0 est égale à plus l'infini, donc JG a une borne infinie en U0. D'où je déduis que la notion de branche infinie est indépendante de A, ça on l'avait déjà vu avant, et du représentant de l'arc géométrique, c'est ce qu'on vient de démontrer. Remarque, si l'espace affine est de dimension finie, les normes sont équivalentes. Donc si j'ai deux normes, que je note norme 1, norme 2, le 2 là il n'est pas ici mais il est ici, je sais trouver lambda et mu de réels positifs tel que l'on ait cette inégalité. Et donc je l'applique au vecteur A, F de T, bien sûr, et je vois bien que dire que cette norme tend vers plus l'infini, ça équivaut à dire que celle-là tend vers plus l'infini. En effet, par exemple, si celle-là tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini, que mu est strictement positif, j'en déduis que ça tend vers plus l'infini. Inversement, si la norme de A, F de T, le norme 1 tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. Donc en fait, cette notion de branche infinie, elle est indépendante aussi du choix de la norme dans l'espace affine. Dans l'espace affine euclidien. Parce qu'on est dans un espace affine euclidien depuis le début de ce paragraphe. Notion de direction asymptotique, j'ai un arc paramétré qui a une branche infinie en T0. Je choisis un point O de l'espace et on suppose que OF de T sur norme de OF de T a une limite vecteur U dans l'espace vectoriel grand E quand T tend vers T0. On a alors la norme de ce vecteur U qui est égale à 1 et on dit que la droite vectorielle engendrée par le vecteur U est une direction asymptotique de l'arc IF. Alors il suffit de poser U de T est égal à ça, d'accord ? Voilà. Alors comme il y a une branche infinie en T0, je suis sûr que sur un intervalle, j'ai ça qui est différent de 0, il n'y a pas de problème. Je remarque que la norme de U de T c'est égal à 1, puisque c'est norme de ça divisé par ce nombre réel, donc ça fait 1. Et comme U de T tend vers un vecteur U, j'en déduis que continuité de la norme de U, limite à la limite, alors comme le vecteur U a pour norme 1, sa limite va avoir comme norme 1. Voilà. Donc la norme du vecteur U est égale à 1, c'est-à-dire notamment que le vecteur U n'est pas nul et qu'il engendre donc une droite, et c'est cette droite qu'on appelle direction asymptotique de l'arc paramétré IF.
Propriété, la direction asymptotique ne dépend pas du point O. Démonstration, M de t désigne F de t, et je note M pour simplifier l'écriture. On sait que la limite de OM, distance OM sur distance O'M est égale à 1 quand t tend vers t0. Supposons donc qu'il y ait une direction asymptotique. Limite de vecteur OM sur sa norme est égale à vecteur U, ce qui veut dire que OM sur OM est égal à U plus epsilon de t, où limite de epsilon de t est égale à vecteur nul. Oui, ça veut dire qu'on se place dans un voisinage de t0 dans lequel on est sûr évidemment que OM n'est pas nul. Et ça, c'est tout à fait possible puisque on sait que la longueur OM tend vers plus l'infini quand t tend vers t0. Donc on peut toujours trouver un voisinage à partir duquel on a OM supérieur ou égal à 1. Donc on a ça dans ce voisinage dont je viens de parler, et de ça on en déduit que grâce à la relation de Schall, j'utilise là la relation de Schall, et je remplace au vecteur OM par OM vecteur U plus OM epsilon de t moins OO' sur O'M. Bon, la norme de ce vecteur, c'est la distance OO' divisée par la distance O'M. La distance OO' elle est fixe, et O'M, lui, c'est une distance qui tend vers plus l'infini, donc la norme de ce vecteur tend vers 0, donc le vecteur tend vers le vecteur nul. Epsilon de t tend vers le vecteur nul, et ce nombre réel tend vers 1, celui-là tend vers 1. Donc, on a bien la limite égale au vecteur U, et le résultat est démontré. La direction asymptotique ne dépend pas non plus du représentant de l'arc IF. Si on prend deux arcs équivalents, grâce à cet homéomorphisme, j'appelle U0 la limite de phi de t quand t tend vers t0, donc c'est une borne ouverte de J, de la même façon que t0 est une borne ouverte de I. J'ai G qui est égal à f rond phi-1, et la limite de la norme de OF de t est égale à plus l'infini quand t tend vers t0, donc je sais trouver un voisinage de t0 dans lequel on a norme supérieure ou égale à 1, c'est parce que je vais diviser après. Et comme phi-1 de U a pour limite t0 quand U tend vers U0, je sais trouver un voisinage W0 de U0 à partir duquel, si U appartient à W0, je suis sûr que phi-1 de U appartient à V0, et du coup, comme il appartient à V0, je vais pouvoir dire que la norme de OF rond phi-1 de U va être supérieure ou égale à 1, autrement dit, la norme de OG de U va être supérieure ou égale à 1. Voilà. Donc je prends vecteur OGU divisé par sa norme, je vais dire que c'est OF rond phi-1 de U sur norme de OF rond phi-1 de U, et je vais dire que la limite de phi-1 de U est égale à T0 quand U tend vers U0, et que la limite là, donc je remplace le phi-1 de U par T, ça fait la limite de OF de T, je le sais, quand sur norme de OF de T est égale à V, et donc de ces deux résultats-là, j'en déduis que la limite de vecteur OG de U divisé par sa norme est égale à V quand U tend vers U0, ce qui veut bien dire que la direction asymptotique ne dépend pas du représentant. Alors maintenant, droite asymptote un arc géométrique, soit IF un arc ayant une branche infinie en T0. La droite D est asymptote à l'arc en T0 si la limite de la distance entre F de T et D quand t tend vers T0 est égal à 0. Cette définition ne dépend pas du représentant de l'arc géométrique, et donc on parlera de droite asymptote à l'arc géométrique. Démonstration, toujours la même chose, je prends deux arcs équivalents avec l'homéomorphisme qui convient, et soit epsilon positif, et bien comme cette limite est nulle, et puis que ça c'est un nombre positif, il existe un voisinage de T0 dans lequel la distance f de t d est inférieure à epsilon. Mais comme la limite de phi-1 de u quand u tend vers u0 est égale à t0, il existe un voisinage de u0 tel que si u appartient à ce voisinage, phi-1 de u appartient à v0. Et du coup, si u appartient à w0 inter j, je vais avoir distance de f rond phi-1 de u à d qui va être inférieur à epsilon, d'accord? Parce que phi-1 de u appartient à v0, donc d de
f de phi moins 1 de u à d va être inférieur à epsilon. Donc d, distance entre g de u et d, va être inférieur à epsilon. Et j'avais pris un epsilon quelconque. Donc quand u est dans ce voisinage, on a ça. Et donc ça veut bien dire que la limite de la distance de g de u à d quand u tend vers u0 est égale à 0. Et donc c'est une notion qui est indépendante du représentant qu'on choisit pour l'arc géométrique. Théorème. Soit IF un arc paramétré ayant une branche infinie en T0, si la droite D est asymptote en T0 à l'arc géométrique IF, alors un des deux vecteurs unitaires de D est une direction asymptotique de l'arc, en T0 bien sûr. Donc la droite D elle a deux vecteurs unitaires U et moins U, H le projeté orthogonal de M sur D, donc H de T égale P de F de T, et notons que ça c'est une fonction continue, puisque F est continu et P aussi. OH est égal, donc là j'ai fait un dessin, H est le projeté de M, on sait que OH est égal à OM scalaire U vecteur U, et donc la longueur OH est égale à la valeur absolue de OM scalaire U. OM est inférieur ou égal à OH plus HM, une égalité triangulaire, ça tend vers plus l'infini, ça tend vers 0, donc OH tend vers plus l'infini. Donc quel que soit A positif, il existe un voisinage de T0, or qui va être de cette forme-là, suivant que T0 est un nombre réel et qu'il est à gauche de l'intervalle I, ou un nombre infini, ou qu'il est à gauche ou à droite de l'intervalle I. Bref, on prend un voisinage de cette forme, et pour T appartenant à D0, on va avoir OH supérieur à A, autrement dit, ça ou ça. Mais T appartenant à D0 donne OM de T scalaire U et continu. Et donc, comme dans chacun de ces deux cas, c'est pas nul, ça ne peut pas passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire que OM scalaire U va garder un signe constant. D'accord ? Théorème des valeurs intermédiaires. Donc, quitte à changer U en moins U, on va supposer que OM scalaire U est supérieur à A, c'est-à-dire que ça tend vers plus infini quand T tend vers T0. Donc, la limite de OM en T0 est égale à plus l'infini. On choisit un voisinage, donc on rétrécit le voisinage qu'on a fait avant. On choisit un à l'intérieur, de façon à avoir OM supérieur ou égal à 1. Ça, c'est pour pouvoir diviser par OM. Vecteur OM est égal à vecteur OH plus vecteur HM. Donc, si j'appelle ça, cette quantité-là, phi de t, qui est une fonction continue, ça me fait phi de t u plus vecteur hm. Donc, et comme vecteur u et puis vecteur... Alors, vecteur u, il est là-dessus. Les vecteurs hm sont orthogonaux. Pythagore, om carré égale phi de t au carré fois norme de u au carré qui fait 1. Donc, ça fait phi de t au carré plus hm au carré. Et donc, vecteur om sur longueur om va être égal à OH, c'est-à-dire phi de t u divisé par OM, c'est-à-dire racine carrée de ça, plus HM, divisé donc par racine carrée de ça. Donc ça me fait, comme phi de t est positif, je sors phi de t ici, ça fait vecteur u divisé par racine de 1 plus HM au carré sur phi de t au carré, plus vecteur HM sur racine de phi de t au carré plus HM au carré. Bon, la limite de HM, ça fait 0 en T0. La limite de phi de T, ça fait plus l'infini quand T tend vers T0. Donc la limite de phi de T au carré plus HM au carré, donc 0 plus l'infini, ça fait plus l'infini. Et donc, la norme du vecteur HM divisé par ça, c'est la longueur HM divisée par ça. HM tend vers 0, ça tend vers plus l'infini. 0 sur plus l'infini, ça fait 0. Et donc, puisque la norme tend vers 0, ce vecteur-là tend vers le vecteur nul. Donc, de plus, donc ça tend vers le vecteur nul. De plus, ça tend vers 0, parce que ça tend vers 0 et plus l'infini. Donc ça tend vers 1. Donc la racine carrée tend vers 1. Et donc ça tend vers vecteur u. Et donc, OM, vecteur OM sur distance OM, tend vers vecteur u. Et donc, ça veut bien dire que u est une direction asymptotique. Conséquence de tout ça, pour chercher une asymptote, on commence d'abord par vérifier qu'il y a une branche infinie.
et puis qui a une direction asymptotique, parce que s'il n'y en a pas, il n'y a pas d'asymptote. Alors la réciproque est fausse, c'est-à-dire que s'il y a une direction asymptotique, eh bien, il est possible qu'il n'y ait pas d'asymptote. Alors il faut chercher à ce moment-là quand même une asymptote, et donc il faut chercher une droite, comme on a, si on a une direction asymptotique qui est donnée par le vecteur U, on va chercher l'asymptote sous forme d'une droite qui passe par un point A, donc dirigée par U, est telle que la distance entre f de t et d fasse 0. On en trouve ou on n'en trouve pas. On étudie maintenant les branches infinies et les asymptotes dans le plan affine euclidien P rapporté à un repère orthonormé du plan. Donc l'arc IF est donné par une fonction f qui est continue. Donc T0 est une extrémité ouverte de l'intervalle grand I. Alors, pour que f soit continu, x, y doivent être évidemment continus. Donc je noterai m de t, f de t, ou bien m tout court. La distance OM est égale à racine carrée de xt au carré plus yt au carré. Si la limite de x de t, valeur absolue de x de t, est égale à plus l'infini en t0, à ce moment-là, on va avoir une branche infinie en t0. Idem si la valeur absolue de y de t tend vers plus l'infini en t0. Pourquoi? Parce que valeur absolue de x de t est toujours inférieure ou égale à racine carrée de xt au carré plus yt au carré. Donc si ça tend vers plus l'infini, l'autre aussi. Idem pour y. La réciproque est fausse. Si je prends cet arc sur i égale r, en plaçant en t0, au voisinage de t0 égale plus l'infini, la longueur OM est égale à la valeur absolue de t. En plus infini, je peux même dire que c'est t, et ça tend vers plus l'infini. Donc j'ai une branche infinie en plus l'infini. Mais la limite de x de t n'est pas égale à plus l'infini, parce que je peux annuler x avec une suite qui tend vers la suite 2nπ plus pi sur 2, elle tend vers plus l'infini, et pourtant x de 2nπ plus pi sur 2 est toujours égal à 0. De la même façon, la limite de y de t n'est pas égale à plus l'infini, parce que y de 2nπ est toujours égal à 0, alors que 2nπ tend vers plus l'infini. Donc il n'y a pas de... Alors, il n'y a pas... Donc x de t et y de t ne tendent pas vers plus l'infini, ce qui n'empêche pas d'avoir une branche infinie. Il n'y a pas de direction asymptotique, donc pas d'asymptote, parce que OM est égal à t quand on est au voisinage de plus l'infini, et donc si je fais vecteur OM divisé par OM, ça me fait ça, et ça n'a pas non plus de limite quand t tend vers plus l'infini, parce qu'avec des suites comme celle-là, on peut se débrouiller pour que chacune des deux coordonnées prenne, avec des suites qui tendent vers plus l'infini, prennent les valeurs 0 ou 1. Voilà. Donc, paragraphe suivant, supposons que IF, donc l'arc IF, a une direction asymptotique U de coordonnées AB en T0. Alors, je rappelle que U est unitaire, donc AB ne seront pas tous les deux nuls. Voilà. Alors, ça veut dire que x de t sur racine de xt carré plus yt carré tend vers A. Et ça veut dire aussi que le dénominateur, je ne le dis pas par la suite, je suis dans un voisinage de T0, où ce dénominateur ne va pas s'annuler puisqu'il tend vers plus l'infini. Puisqu'on a une direction asymptotique, on a aussi une branche infinie. Alors, premier cas, là j'étudie le cas A égale 0. Donc comme il est unitaire, B va être égal à 1 ou à moins 1, y de t sur x de racine de xt carré plus yt carré tend vers b, donc c'est un b plus epsilon, et donc yt va être de cette forme-là, ça tend vers b, ça tend vers plus l'infini, ça fera plus l'infini si b égale 1, moins l'infini si b égale moins 1. X de t sur y de t, que je peux écrire comme ça, il va tendre vers 0 sur b, donc ça fera 0. Et donc ça veut dire que x de t va être yt epsilon de t, avec epsilon de t qui tend vers 0 quand t tend vers t0. Ça ne veut pas dire que x a une limite, y tend vers plus l'infini et plus ou moins l'infini, epsilon tend vers 0. On ne peut pas dire si x a une limite, on verra que ce n'est pas forcément le cas en t0. Si d est une asymptote, on sait que c'est le vecteur de coordonnées, c'est ce vecteur qu'on avait avant, là, qui dirige la droite d.
Et donc ça va être un vecteur de coordonnées 0 et plus ou moins 1. Et donc la droite D est une droite verticale. Oui, avant de faire ça quand même, je redis que la courbe là pour l'autre que j'ai vu ici, hein, c'est une spirale comme ça. Hein, on voit bien qu'il n'y a pas de branche infinie. On voit bien qu'il n'y a pas de direction asymptotique. Pas de direction quand t tend vers plus l'infini. Alors, si D est une asymptote, donc l'asymptote va être, son équation va être de cette forme. Donc là j'ai fait un dessin, la droite verticale passe par x0, le point M, le coordonnée x, t, y, t. Il se projette sur D en h, et son abscisse ça va être x0, et l'ordonnée y de t. Et donc la distance entre M et D, ça va être la valeur absolue de xt moins x0 fois qui tend vers 0. Alors si elle tend vers 0, bah, ça veut dire que la limite de x de t est égale à x0 quand t tend vers t0. Donc réciproquement, bah, si je suppose que xt tend vers x0 et qu'en même temps, attention c'est important, yt tend vers plus l'infini ou moins l'infini, alors bah, la distance OM va tendre vers plus l'infini puisque y tend vers plus l'infini en valeur absolue. Et donc on a une branche infinie. Alors x de t sur racine carrée de xt au carré plus yt au carré, bah, ça tend vers 0 sur l'infini, ça fait 0. Et puis le yt sur racine carrée de xt plus yt au carré, bah, il va tendre vers 1 ou moins 1, parce que ça, ça tend vers x0, et donc en bas, ça va être équivalent à valeur absolue de y de t. Y de t sur valeur absolue de y de t. Alors si y de t tend vers plus l'infini, eh bien, ça fera y de t sur y de t, ça va tendre vers 1, et puis sinon, ça fera y de t sur moins y de t, et ça va tendre vers moins 1. Donc la direction asymptotique sera bien un vecteur u de coordonnées 0 plus ou moins 1. La droite D est une droite verticale, hein, et si je prends cette droite-là, d'équation x égale x0, eh bien, la distance de n à d, hein, c'est le même calcul que tout à l'heure, ça fait x de t moins x0, mais là comme x de t tend vers x0, eh bien j'ai bien la droite d qui est asymptote. Alors c'est une asymptote qui est verticale, on dit que c'est une branche parabolique. Quelques exemples de courbes paramétrées ayant des branches infinies, des directions asymptotiques, mais pas forcément d'asymptote. Je prends comme premier exemple celui-là, et donc je me place en t0 égale plus l'infini. La limite de y de t est égale à plus l'infini, donc il y a une branche infinie. Donc ça, on sait que ça n'a pas de limite. OM sur distance OM a pour coordonnées A de t, B de t qui sont données par ces formules-là. Valeur absolue de A de t, ça va être inférieur ou égal à racine de t divisé par racine de t2. Alors pourquoi? Parce que valeur absolue de sinus de t est inférieure ou égal à 1. Et que ici, ça c'est supérieur, t est positif, hein, je suis en plus l'infini, à t2. Donc ça va être inférieur ou égal à 1 sur racine de t qui tend vers 0 en plus l'infini. Donc la limite de a de t est égale à 0. Quant à la limite de b de t, bon, ça c'est équivalent à t sur t, donc ça tend vers 1 en plus infini. Donc la direction asymptotique, c'est le vecteur u de coordonnées 0, 1. Bon, x de t, je l'ai dit, n'a pas de limite en plus infini, donc il n'y a pas d'asymptote en plus infini. Deuxième cas, je ne mets plus le sinus, je mets ça. Bon, la limite de x et de y, c'est plus l'infini. Il y a bien une direction asymptotique. On divise racine de t par racine carrée de t plus t2, donc ça tend vers 0, 1. Mais il n'y a pas d'asymptote parce que x de t n'a pas de limite réelle. D'accord? Voilà. Et puis enfin, le dernier cas, je modifie légèrement, toujours. Donc 1 plus 1 sur t et t, en plus l'infini, toujours. Donc x tend vers 0, y tend vers plus l'infini, donc il y a bien une branche infinie. OM sur OM, ben, ça donne ça, et ça va tendre vers ça. En étant plus infini, ça tend vers 1, ça tend vers plus l'infini, donc ça fait 0. Là, c'est équivalent à t sur t, c'est-à-dire 1, donc c'est bien une direction asymptotique donnée par 0, 1. Et là,
la droite, comme x tend vers 1, la limite de x de t, hein, c'est 1 quand t tend vers plus infini, la droite x égale 1 est asymptote. Donc là, je l'ai représenté, c'est ici. Conclusion de ce que j'avais dit avant, si la courbe paramétrée IF a une branche infinie en T0, une direction asymptotique U qui est de coordonnées 0 plus ou moins 1, hein, si elle a ça, hein, c'est-à-dire si elle a ça, alors IF admet une asymptote, une droite asymptote D, si et seulement si x de t a une limite réelle x0, et alors la droite D a pour équation x égale x0. Bah, de même, en échangeant les x et les y, si IF a une branche infinie, donc OM tend vers plus l'infini, une direction asymptotique, mais cette fois-ci qui est comme ça, plus ou moins 1 pour x et puis 0 pour y, alors x de t a une limite plus l'infini, mais plus ou moins l'infini, suivant qu'on a affaire à 1 ou à moins 1, et y de t n'a pas forcément de limite. Hein. Mais l'arc a une droite asymptote D, si et seulement si, y de t, une limite réelle, y0, et à ce moment-là, la droite asymptote, c'est la droite d'équation y égale y0. On dit là aussi qu'il s'agit d'une branche parabolique. Alors un exemple évident, il suffit d'échanger x et y dans celui-là. D'accord. Et en plus l'infini, j'ai l'asymptote D d'équation, bah, y de t est égal, est égal à 1. On étudie donc maintenant le cas où l'arc paramétré IF a une branche infinie en T0, T0 qui est donc une borne ouverte de l'intervalle I, et IF a une direction asymptotique donnée par un vecteur U de coordonnées AB, où A est différent de 0, B est différent de 0. On sait que la norme de U est égale à 1, que OM sur OM tend vers U en T0, et donc x de t sur x de t, sur racine de x de t au carré plus yt au carré tend vers A, et donc est de la forme A plus epsilon de t sur un voisinage de T0, et idem pour y de t, donc avec epsilon et nu qui tendent vers 0. Donc on a ça, qui implique, puisque ça tend vers A et ça tend vers plus l'infini, et bien, et que A est différent de 0, ça tendra vers plus l'infini si A est positif, moins l'infini si A est négatif. De même, y de t tend vers plus l'infini ou moins l'infini. Voilà. Et puis, y de t sur x de t, c'est b plus nu de t sur a plus epsilon de t, ça tend vers b sur a, qui est un réel lambda non nul. Si la droite D est une asymptote, alors la droite D aura une équation comme ça, puisque le vecteur U de coordonnées AB est un vecteur directeur. Donc on peut écrire D, l'équation de D sous la forme en divisant par A et en faisant passer Y de l'autre côté, Y égale lambda X plus C sur A, c'est-à-dire Y égale lambda X plus nu. Hein, ou encore lambda X moins Y plus nu est égal à 0. La distance d'un point M à D, c'est donc la valeur absolue de lambda X moins Y plus nu sur racine carrée de 1 plus lambda 2. Et ça va tendre vers 0 quand t tend vers 0. Si et seulement si, ce truc-là tend vers 0. D'accord? Donc en fait, voilà, si et seulement si yt moins lambda x de t tend vers le réel mu. Voilà. Donc si c'est une asymptote, on doit avoir, si d est une asymptote, on doit avoir cette limite. Et réciproquement, si on a cette limite, alors la distance tend vers 0 et donc d est une asymptote. Voilà. Donc alors ça c'est ce qu'on appelle une asymptote oblique. Hein. Y est égal à lambda x plus c ou plus mu avec lambda différent de 0. Alors propriété, on peut un petit peu simplifier pour voir s'il y a une direction asymptotique. Il suffit on va supposer que x de t et y de t tendent en valeur absolue vers plus l'infini en t0, et que y de t sur x de t tend vers un réel lambda différent de 0. Donc on a y de t égale x de t, facteur d'un lambda plus epsilon de t, où epsilon tend vers 0. OM est égal à racine carrée de xt au carré plus yt au carré, donc ça va nous faire ça, en sortant x de t, ça fait valeur absolue de x de t sur 1 plus y de t sur x de t au carré, c'est-à-dire lambda 2. Et donc j'ai OM sur OM qui va avoir
Alors quand je divise x de t par valeur absolue de x de t, ben, ça fait epsilon sur racine carrée de 1 plus lambda 2. Lambda epsilon sur racine carrée de 1 plus lambda. Alors cet epsilon il vaut 1 bah, si x de t est positif, donc si la limite de x de t est égale à plus l'infini, moins 1 si cette limite vaut moins l'infini. Et donc, il y a bien une direction asymptotique qui est donnée par ce vecteur-là, donc qui est dirigé par 1 lambda. Donc, s'il y a une asymptote, ça va être de la forme lambda x moins y plus c est égal à 0. Donc, y est égal à lambda x plus c, et la distance de MAD va être valeur absolue de lambda x moins y plus c sur racine carrée de 1 plus lambda 2. Et donc ça tendra vers 0 si et seulement si la limite de ça est égale à 0, c'est-à-dire la limite de y de t moins lambda x de t et le réel c. Donc IF admet une asymptote d si et seulement si limite de y de t moins lambda x de t quand t tend vers t0 est égal à un réel c. Et alors on a à la droite l'asymptote, c'est la droite D d'équation y égale lambda x plus c. Qu'est-ce que ça apporte par rapport à ce que j'ai vu précédemment? Ça apporte juste de trouver le lambda, c'est-à-dire on étudie y de t sur x de t au lieu d'étudier la limite de vecteur OM divisé par distance OM. Voilà. On étudie ça, qui nous donne la direction asymptotique. Donc ça nous donne le vecteur 1 lambda, et ça donne tout de suite, ça dit tout de suite que s'il y a une asymptote, c'est y égale lambda x. Donc il suffit ensuite d'étudier y moins lambda x, et si ça tend vers un réel c, on a une asymptote. Si ça tend pas vers un nombre réel, ça peut tendre vers plus l'infini, ou moins l'infini, et si ça tend pas, et si ça ne converge pas, c'est qu'il n'y a pas une asymptote. Alors, un contre-exemple à tout ça, un intervalle comme ça, t sur t plus sinus t, en plus l'infini, x de t, y de t tend vers plus l'infini, y de t sur x de t tend vers 1, donc on a bien une direction asymptotique donnée par le vecteur 1 lambda, alors ici c'est 1, d'accord. Et donc, s'il y a une asymptote, c'est y est égal à x plus quelque chose. Donc on étudie y moins x, et y moins x, y de t moins x de t, ça fait sinus t. Et sinus t n'a pas de limite en l'infini. Donc voilà un exemple de courbe qui a une direction asymptotique, mais qui n'a pas d'asymptote. En fait, si je faisais un dessin de cette courbe, donc il y a une direction asymptotique t, et si je pars pour t est égal à 0, là, ça va faire 0, mais après je vais obtenir en fait un truc qui fait comme ça, quoi. Un truc qui fait comme ça, et donc il ne va pas y avoir d'asymptote, mais il y a une direction asymptotique. On voit maintenant la notion de période d'une fonction. Une fonction f définie sur grand R à valeur dans l'espace affine grand E. Le réel t est une période de f si f de x plus t est égal à f de x, quel que soit x appartenant à R. Alors, nt est une période de f, quel que soit n appartenant à z. Et l'ensemble G des périodes de f est un sous-groupe additif de R+. Donc, il est de cette formule-là où il vérifie ça. Ces deux cas-là étant exclusifs l'un de l'autre. Démonstration. Alors, 0 appartient à G, c'est évident, parce que f de x plus 0 égale f de x, quel que soit x. Si t appartient à G et que x appartient à R, f de x moins t plus t, c'est f de x moins t. Et ça fait f de x. Donc on a ça quel que soit x. Donc moins t appartient à G. Et si t1 et t2 appartiennent à G, et que x appartient à R, on a f de x plus t1 plus t2 qui peut s'écrire comme ça, qui est donc égal à ça puisque t2 est une période, qui est égal à f de x puisque t1 est une période, donc t1 plus t2 est une période, donc appartient à G, et G est bien un sous-groupe additif donc de R+. Alors nt appartient à G, ça se fait par récurrence, c'est vrai pour n égale 0, 0 est une période, n égale 1 puisque t est une période. On suppose le résultat vrai, donc nt est une période.
Et à ce moment-là, bah, nt plus t va être une période, et donc n plus 1t va être une période. Donc par récurrence, ce résultat est vrai, quel que soit n appartenant à n. Et comme nt appartient à g implique que moins nt appartient à g, bah, c'est vrai, quel que soit n appartenant à z. Voilà, donc ça veut dire quoi aussi? Bah, ça veut dire que zt est inclus dans g. Soit G maintenant un sous-groupe de R+. Puisqu'on a démontré que l'ensemble des périodes c'était un sous-groupe de R+. Si G est différent de 0, alors ça en fait c'est quelque chose que j'ai déjà démontré ça dans un chapitre consacré au sous-groupe additif. Je le refais pour le fun. Si G est différent de 0, il existe donc... alors si G égale 0, bah, G est égal à 0Z. Ça a peu d'intérêt. Et il est réduit à 0. Si G est différent de 0, il existe un T différent de 0 qui appartient à G, donc moins T aussi, et un des deux est positif. Donc l'ensemble des T positifs appartenant à G est non vide. Et comme cet ensemble est minoré par 0, il a une borne inférieure que j'appelle petit a. Premier cas, A est supérieur à 0. Donc A est inférieur à 2A, et d'après la définition de la borne inférieure, il existe X appartenant à grand X, donc appartenant à G, qui est coincé entre les deux. Supposons que X soit supérieur à A, du coup on va pouvoir en coincer un autre, Y appartenant à X, donc à G, entre A et X, et donc on a en fait X moins Y qui est inférieur à 2A moins A, et tout ça c'est strictement. Mais X et Y appartiennent à G, donc X moins Y appartient à G, puisque c'est un sous-groupe, et donc X moins Y va être une période supérieure à 0 et inférieure à A, c'est pas possible, donc X est égal à A. J'avais supposé supérieur à A. Donc X égale à A, et comme X appartient à G, ça veut dire que A appartient à G. Et donc comme A est une période, AZ est inclus dans G. Maintenant si je prends X appartenant à G et que j'appelle petit n la partie entière de X sur A, j'ai ça, donc ça, donc ça, d'accord? X appartient à G, NA appartient à G, X moins NA appartient donc à G, entre 0 et inférieur à A, ben, vu que A c'est l'inf de X, eh bien X moins NA va être nul, et donc X est égal à NA appartient à AZ. Et donc ça veut dire que G est inclus dans AZ, et comme AZ était inclus dans G, G est égal à AZ. Le cas A égale 0, ben, on va démontrer que G est dense dans R. On prend X appartient à R, alpha supérieur à 0. En fait, on va démontrer que dans cet intervalle, il y a toujours un élément de G. 0 est la borne inf de X, donc il existe B appartenant à G, coincé entre 0 et alpha. Et si je prends N égale la partie entière de X sur B, j'ai ça. Et donc, je vais avoir X inférieur à NB plus B, mais B est inférieur à alpha, donc ça fait ça. Et donc, j'ai X moins alpha qui est inférieur à NB. D'accord? X moins alpha est inférieur à NB, et NB, lui, il est inférieur ou égal à X, donc inférieur strictement à X plus alpha. Et donc, j'ai un NB, bah, le NB, il appartient à G. Et puis, il appartient aussi à cet intervalle. Donc, G inter ça est non vide. D'accord? Et ça, c'est quel que soit X et alpha positif. Donc, G bar est bien égal à R. Voilà. Alors, les cas G égale T0Z, avec T0 supérieur ou égal à 0. Et G bar égale R sont exclusifs l'un de l'autre. En effet, si T0 est égal à 0, ben G égale 0, donc G bar est égal à 0 aussi, parce que c'est un fermé, et donc il n'est pas égal à R. Et si T0 est supérieur à 0, eh bien dans l'intervalle ouvert T0, 2T0, pardon, T0 plus T0, c'est-à-dire 2T0, eh bien il est évident qu'il n'y aura pas d'autre élément de G, parce que les périodes, si là je suis dans le cas G égale T0Z, d'accord? Les périodes, ça va être des multiples de T0. Or, entre T0 et 2T0, il n'y a pas de multiple. Donc, il n'y a pas de période de T0. Donc, il n'y a pas de période de F. Donc, T0, 2T0 inter G est égal à vide. Et donc, ça veut dire que G bar est différent de R. Voilà. Donc, c'est bien exclusif l'un de l'autre. C'est-à-dire que si on a G égale T0Z,
eh bien, on n'a pas G bar égale à R. Voilà. Si f est une fonction continue de R vers l'espace affine euclidien E, alors G bar égale R, si et seulement si f est constante. Démonstration, si f est constante, on a f de x plus t égale f de x, quel que soit x appartenant à R, et quel que soit t appartenant à R. Donc ça veut dire que t est toujours une période, et donc que g est égal à R, donc que g bar est égal à R. Et réciproquement, si g bar est égal à R, je prends x appartenant à R, il y a une sous-suite de g, une suite de g qui tend vers x. Alors comme j'ai supposé f continue et f de xn va tendre vers f de x, mais xn est une période, donc f de 0 plus xn est égal à f de 0. Donc f de xn est égal à f de 0, quel que soit n appartenant à n. Donc cette suite, donc le f de xn ici, il vaut toujours 0, donc f de 0. Donc j'ai cette suite constante f de 0 qui tend vers f de x. Donc f de x est égal à f de 0, quel que soit x appartenant à R, ce qui veut dire que f est constante, et c'est terminé. On continue sur les périodes et on voit maintenant les fonctions continues périodiques. On considère une fonction de R vers l'espace affine E qui est non constante et qui est continue. Et on dira qu'elle est périodique s'il existe une période t différente de 0, une période t de f. Alors l'ensemble des périodes est le groupe grand G égale T0Z, avec T0 strictement positif. Alors pourquoi? Parce qu'il est tout simplement pas de la forme G égale, il est tout simplement pas dense dans R. Et pourquoi n'est-il pas dense dans R? Eh bien parce que la fonction est continue. Et donc s'il était dense dans R, f serait constante. Or on a supposé que f n'était pas constante. Par ailleurs, G n'est pas nul parce qu'il y a une période on a supposé qu'il y avait une période non nulle. Donc G est bien de cette forme-là, et T0 est évidemment la plus petite période, puisque les périodes vont être de la forme nt0 où n appartient à z. Donc c'est la plus petite période supérieure à 0. Donc on dit que f est T0 périodique. Une propriété, si l'espace affine est de dimension n relativement à un repère, f de R vers E est donné par ses fonctions coordonnées, xk, f est continu si et seulement si chaque xk est continu, et t est une période de f si et seulement si t est une période de chaque xk. Démonstration, 1, ça a déjà été démontré dans d'autres chapitres. Petit 2, dire que t est une période de f, ça équivaut à dire ça. Donc ça équivaut à dire que les coordonnées de f de x plus t sont égales aux coordonnées de f de x, donc ça. Et donc ça équivaut à dire que t est une période de chaque x. Une remarque, là je vais montrer que la fonction caractéristique de Q dans R, donc qui a x rationnel à ceci 1 et à x irrationnel à ceci 0, fonction qui évidemment n'est pas continue, eh bien l'ensemble de ces périodes, est G égale Q. Et on a bien G bar qui est égal à R. D'accord? Mais F n'est pas constante et F n'est pas continue. Démonstration. Eh bien, si je prends T appartenant à Q, pour X appartenant à Q, X plus T appartient à Q, et donc F de X et F de X plus T ont la même valeur 1. Si X n'appartient pas à Q, X plus un nombre rationnel, ça n'appartient pas à Q, donc X et X plus T ont la même valeur 0. Donc T est bien une période. Par contre, si T n'appartient pas à Q, si je prends X appartenant à Q, eh bien X plus T n'appartient pas à Q, et donc f de x plus t égale 0, alors que, comme x appartient à Q, f de x égale 1. Donc t n'est pas une période. Donc on a bien G qui est égal à Q. Voilà. C'est un contre-exemple à la propriété que j'avais démontée précédemment. Alors souvent, quand on étudie les arcs géométriques, on peut avoir affaire à des symétries qui rendent plus facile l'étude. Donc on est dans un plan affine euclidien, on a un arc paramétré de support gamma égale f de i, et sigma a une symétrie centrale par rapport à une droite, alors orthogonale, telle que sigma de gamma est inclus dans gamma.
Alors en recompensant par sigma, on a sigma rond sigma, c'est-à-dire identité, donc ça va faire gamma, qui est inclus dans sigma gamma. Et donc de ces deux inclusions, on en déduit que sigma gamma est égal à gamma. Alors exemple de symétrie plane qu'on peut avoir, donc c'est symétrie par rapport à une droite horizontale d'équation y égale a. Donc xy, je vous laisse chercher pourquoi, pour coordonner x 2a moins y, pour image le point M' de coordonnées x 2a moins y. Bon, en fait, il faut dire que le projeté h est le milieu de M', donc le y de m plus le y de M' est égal à 2 fois le y de h qui vaut a. Et donc c'est comme ça qu'on trouve. Ça c'est un premier exemple. Bon, en échangeant les x et les y, on a rapidement celui-là avec l'équation d, la droite d d'équation x égale a. Un troisième exemple, ça va être une symétrie centrale par rapport à un point de coordonnées AB. Bon, voilà, c'est pareil, hein, c'est le même genre de choses. On dit que x plus x' sur 2 est égal à a, y plus y' sur 2 est égal à b. Et puis, on échange les x et les y, ça correspond à une symétrie par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y égale x. Alors, propriété, si if est un arc paramétré, que j est inclus dans i et qu'on a une application u de j vers i, telle que u de j union j est égal à i. Bon, on verra en étudiant, en donnant des exemples, on verra à quoi ça correspond. Supposons qu'il existe une symétrie sigma, centrale par rapport à une droite, telle que f de u de t est égal à sigma rond f de t, quel que soit t appartenant à j. Alors, f de i est égal à f de j union sigma de f de j, ce qui permet de réduire l'étude de f à j, parce que on va faire f de j, puis après on aura juste à composer la symétrie. Alors en effet, f de u de t est égal à sigma rond f de t, quel que soit t appartenant à j, donc f de u de j est égal à sigma rond f de j, mais i, c'est la réunion de i et de u de j, pardon, c'est la réunion de j et de u de j, donc f de i, c'est f de j union f de u de j. Donc f de j union sigma de f de j d'après ce que j'ai vu avant. Et on obtient le résultat. Remarque, si on a un arc paramétré, alors i égale r f, et que f est t périodique, t positif, f de r est égal à f de a plus t. Donc il suffit d'étudier f sur un intervalle de longueur t, en fait. Quel que soit A appartenant à L. Démonstration, R c'est l'union des IN où IN est égal à ça. Et si je prends T appartenant à IN, T moins NT appartient à I0, c'est-à-dire à l'intervalle 0T. Et donc, alors 0 non, AT, parce que j'ai choisi A, je n'ai pas forcément pris 0. Donc, F et F de T moins nt, comme t est une période, ça fait f de t. Donc j'en déduis que f de in est inclus dans f de i0. En même temps, si t appartient à i0, t plus nt appartient à in, et f de t est égal à f de t plus nt. Donc f de i0 va être inclus dans f de in. Donc f de in va être égal à f de i0. Donc f de r, puisque r c'est la réunion des in, f de r c'est la réunion des f de in, mais les f de in c'est f de i0. Donc c'est tous les mêmes. Donc ça fait f de i0, c'est-à-dire f de a plus t, et c'est bien le résultat qu'on voulait. Et maintenant, on va traiter des exemples. Exercice 1. Donc on est dans le plan affine euclidien rapporté au repère OIJ, orthonormé. On a cet arc RF avec f de t donné par ses coordonnées sinus t sur 3, sinus t sur 2. Alors, la période d'abord. On constate que f de t plus 12pi, c'est ça, et donc ça fait f de t, donc 12pi est une période. Donc on peut étudier sur un intervalle de longueur 12pi, par exemple entre moins 6pi et 6pi.
f de moins t, comme sinus est impair, ça nous fait ça. Donc c'est le symétrique par rapport à l'origine O de f de t. Donc si je pose u de t est égal à moins t, hein, u de t égale moins t, eh bien je trouve que f de u de t est donc égal à sigma O de f de t, quel que soit t appartenant à 0 si pi. Donc u de t va donc, u de t, puisque c'est moins t, ça fait moins 6 pi 0. Et donc l'intervalle i, qui était moins 6 pi, est bien la réunion de j, c'est-à-dire 0, 6 pi, et de u de j qui fait moins 6 pi 0. Et f de i est égal à f de j union sigma O de f de j, d'après ce qu'on a vu avant. Et donc on peut étudier sur j et faire ensuite la symétrie centrale. On a la même chose avec f de 6 pi moins t. En remplaçant, on trouve facilement que par rapport à ça, on a juste pris l'opposé de l'abscisse. Donc c'est sigma d de f de t avec d qui est l'axe OJ. Alors u de t c'est 6 pi moins t. On prend l'intervalle k égale 0,3 pi. Et donc f de u de t est égal à sigma t de f de t. Alors u de k c'est, si on part de k égale 0,3 pi, 0 il a pour image 6 pi, 3 pi il a pour image 3 pi, donc ça fait, si on part de 0,3 pi, on tombe sur 3 pi 6 pi. U de k est donc égal à 3 pi 6 pi, et comme J est égal à K union U de K, on a, d'après ce qu'on a déjà démontré, f de J qui est égal à f de K plus sigma t de f de K, donc on fait l'étude sur K, c'est-à-dire 0,3 pi. Donc on va étudier les variations sur 0,3 pi. Alors on a x, on a x', on a y, on a y', puis ensuite c'est une étude à partir de la dérivée. Hein. Donc je vous laisse vérifier le tableau de variation, dérivée pour x positive, positive, négative, négatif, croissante, décroissante, idem pour y, prime, positif, négatif, 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 croissante, décroissante, décroissante, décroissante. Voilà. Donc on va partir de l'origine O, d'accord, où il y a une tangente qui est donnée par 1 tiers, 1 demi. Donc en multipliant par 3, ça fait 1 et 3 demi. D'accord. Donc 1 et 3 demi. Alors bon, il faudrait voir hein, si la tangente, si la courbe est au-dessus ou en dessous de la tangente. Je ne le fais pas ici. Donc on part de l'origine et on monte jusqu'au point A qui correspond à t égale pi. Où là, on a une tangente qui est nulle en y. D'accord. Effectivement, on a ça. Ensuite, alors là, on avait donc x et puis y qui augmentait. X continue à augmenter, mais y diminue. Donc ça nous fait ça. X augmente, y diminue. Et on va de A en B. Et en B, on se retrouve avec une tangente. Au contraire, c'est en x qu'elle est nulle. Donc tangente verticale. Et puis ensuite, on va sur 2π, donc en C. Donc là, il y a x et puis y qui diminue. Donc x, ça veut dire qu'on revient sur la gauche, et puis y ici, et on revient. Alors, on passe par C, d'accord. On passe par C, alors là, la tangente est donnée par 1 et 3, donc elle est ici. Et puis on revient ici en D, où là, on a une tangente qui est donnée par moins 1 et 0. Voilà, on obtient ça. D'accord, ici c'est plat. Donc après, on fait une symétrie par rapport à... Alors, on va d'abord faire la symétrie par rapport à D, pardon. C'est-à-dire D, c'était OJ, donc par rapport à cette droite-là. Voilà. Et puis ensuite, il faut faire la symétrie par rapport à O. Mais comme sigma O, c'est la composée de la symétrie par rapport à D et par rapport à l'axe des abscisses, il suffit de faire à partir de ça une symétrie par rapport aux abscisses. Donc ça nous fait un truc comme ça, qui remonte et puis qui redescend. Et donc, j'obtiens ça.
Donc si je fais varier de t de 0 à 6 pi, ça fait ça. Hein. Tac, tac, ça repart, voilà, voilà, et je reviens ici. Et voilà, c'était un deuxième exemple, l'arc paramétré donné par ces formules. Donc une fonction de classe C infinie, la dérivée de x, de y. Alors la dérivée de x qui s'annule en moins 1, 1. La dérivée de y qui s'annule quand exponentielle t-1 égale 1, ce qui nous fait t égale. Donc on étudie le signe de x', bon, c'est plus, moins et plus, le signe de donc croissant, décroissant, croissant. La limite de x en moins à l'infini, c'est donné par t au cube, c'est moins l'infini, en plus l'infini c'est plus l'infini. Les valeurs en moins 1, 1. Y', donc c'est ça, c'est positif quand t est supérieur à 1, et c'est négatif autrement. Et puis ça tend, alors en moins l'infini, ça tend vers quoi y? Eh bien ça fait plus l'infini ici, puis ça fait 0, donc ça tend vers plus l'infini, et en plus l'infini c'est lui qui l'emporte, ça tend vers plus l'infini. Voilà. Alors on a deux branches infinies. On remarque que limite de x sur y en plus l'infini, c'est plus l'infini sur plus l'infini, mais c'est lui qui l'emporte, donc ça fait 0. Donc on a une branche parabolique, c'est-à-dire ça va faire ça, ce qu'on aura ici. Mais que la limite de x de t quand t tend vers plus l'infini n'appartient pas à R, puisqu'elle est égale à plus l'infini, donc il n'y a pas d'asymptote. Limite de y sur x en moins l'infini, ça fait 0, parce que... Bref, ça mériterait une explication. C'est-à-dire qu'en moins l'infini, ça fait 0, et donc ça, c'est équivalent à moins t. Et là, quand je fais y sur x, ça fait moins t sur ça, on simplifie par t, ça fait moins 1 sur t2 moins 3, qui en moins l'infini tend vers l'infini, et donc ça tend vers 0. Alors c'est une branche parabolique, là aussi. Alors donc l'autre était dirigée par J, celle-là par I, mais la limite de y en moins l'infini n'appartient pas à R, donc ça ne fait pas une asymptote, donc ça fait ça, ce qui donnera ça. Voilà. Alors on a un point stationnaire ici, avec une tangente, donc un vecteur dm sur dt en 0 qui vaut 0. Alors on va calculer x seconde et x troisième, y seconde et y troisième, et donc en 1 pour t égale 1, pardon, c'était. Pour t égale 1, f seconde de 1, ça fait 6, 1, pour f troisième de 1 aussi, collinaire. Donc on va aller un petit peu plus loin, x quatrième, y quatrième, et en 1, ça fait 0, 1, et là, ils sont libres. On applique Taylor, f de 1 plus h, donc h au voisinage de 0. Ça nous fait ça. Et puis les coordonnées de epsilon, je les appelle epsilon 1 et epsilon 2. Donc on va avoir, ça fait le point petit m, ça c'est le point grand M, donc ça fait m grand M qui est égal à, alors ça c'est 0, h2 sur 2 plus h3 sur 6, ça c'est pareil que f seconde, c'est pour ça que je le mets, plus epsilon 1 h4, voilà. Et puis pour l'autre, h4 sur 24 plus epsilon 2 h4, voilà, c'est epsilon 2 h4, ça revient au même, c'est pas grave. F quatrième de 1, donc en fait c'est des coordonnées équivalentes à h2 sur 2 pour x, et puis h4 sur 24 pour y. Et donc comme les deux sont pairs, ça nous fait comme ça un rebroussement de deuxième espèce. Là j'ai mis le vecteur f seconde de 1, coordonnée 6, 1, le vecteur f quatrième de 1, 0, 1, et donc la concavité est tournée par là. Voilà, ce qui permet ensuite de faire la courbe. Donc on part de t égale moins l'infini, donc j'ai x qui augmente et y qui diminue. Donc j'ai x qui augmente, je vais par là, y qui diminue, j'arrive ici.
où là j'ai une tangente verticale. J'ai une tangente verticale parce que x' vaut 0 et y' lui vaut pas 0. D'accord. Ensuite j'ai x qui diminue, donc je retourne vers la gauche et y continue à diminuer. Tac, j'arrive en B, où il y a le fameux point de rebroussement. Et puis ensuite, x repart à droite puisqu'il augmente et y augmente aussi. Et donc ça fait ça. Voilà, et ça augmente. Voilà, et on obtient comme ça la courbe. Alors il faudrait être plus précis pour démontrer par exemple que cette partie-là est en dessous de celle-là, etc. Ça, je ne l'ai pas fait.